à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Eh bien, notre invitée est Madame la députée Mathilde Igné. Mathilde Igné, députée de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Madame la députée. Bonjour. André a peut-être à compléter. Oui, juste, on arrive à une question moi, qui me chagrine un peu parce que j'arrive pas à voir clairement. C'est quoi un citoyen ? Comment on définit un citoyen ? Un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits et des devoirs, et il a le droit de... Oui, des droits et des devoirs. Donc il faut les deux, il faut les devoirs. Mais est-ce que l'individu comme individu peut être considéré comme citoyen parce qu'il est individu de nationalité française, par exemple ? Parce que si j'écoute, le devoir d'un citoyen, c'est de viser, comme on dit peut-être de manière un peu éloignée, de viser l'intérêt général. Mais oui, le bien commun, bien sûr. Le bien commun. Mais si on se réfère, par exemple, à ce qui se disait au XVIIIe siècle, XIXe siècle, du temps de la Révolution française, l'intérêt général, mais l'intérêt général n'est possible que si je quitte mon intérêt particulier pour voir l'intérêt de tous. Mais comment quitter son intérêt particulier ? Parce que mon intérêt particulier, par exemple, c'est de rouler tout droit pour aller à mon travail, mais l'intérêt général voudrait peut-être que je choisisse sur la route, on est bien obligé de suivre l'intérêt général. Mais dans la vie publique, est-ce que les gens suivent l'intérêt général ? Ça, c'est un autre problème. Comment l'individu peut-il se transformer en égocentré, en quelqu'un qui a une vision sur l'ensemble du pays ? Une vision altruiste, une vision de oui, mais à condition... Donner aux autres, toujours. C'est pas donner aux autres, c'est viser l'intérêt général de tous. Aux autres, c'est tous. Pour moi, c'est tous. Oui, ça devrait être tous. Mais le problème, c'est une difficulté, ça. Mais après, sortir de l'individualisme, en gros. Ouais, mais en fait, moi, je pense pas que l'individualisme soit il est dominant. Non, mais penser à soi, soit majoritaire. Penser à soi, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut aussi penser aux autres, à autrui. Oui, mais se savoir comme individu, je trouve ça très bien. Mais se savoir que seul l'individu est le tout pour soi, c'est par exemple comme un industriel quelconque ou certains financiers, par exemple internationaux principalement, ne visent que leur intérêt propre de la finance, que l'intérêt propre, et se préoccupent pas de l'intérêt éventuellement de tous. Oui, mais du coup, si on prend l'exemple des grands patrons, des très riches, qui eux pensent à leur individu. Mais il n'y a pas que les très riches. Il n'y a pas que les très riches. Non, mais du coup, moi, je suis sûr que dans votre quartier, il y a des gens comme ça. Ouais, moi, je suis pas. Non, vous êtes pas optimiste. Oui, je suis plutôt optimiste, et je pense pas que tout le monde soit dans un. Non, je suis d'accord. Que l'individualisme soit majoritaire. Je pense que il y a quand même parce que en fait, on voit, et Benoît Coquart, qui est sociologue, l'explique bien, je trouve, en disant que en fait, vous pouvez nous rappeler qui est Benoît Coquart ? Benoît Coquart, c'est un sociologue qui a travaillé notamment sur la sociologie en milieu rural, et il a écrit un livre qui s'appelle Ceux qui restent, et il explique en fait que en fait, il explique bien, je trouve, sur le fait qu'il y a un éloignement effectivement de la vie politique, et il explique pourquoi aussi il y a de l'abstention en milieu rural. Alors, qu'est-ce qu'il dit alors pour l'abstention en milieu rural ? En fait, ce qu'il dit, c'est que du coup, à un moment donné, les gens se sentent plus représentés par les élus. Et donc, parce que les élus n'incarnent plus, ne représentent plus la société par exemple, si je prends l'exemple aujourd'hui de la composition de l'Assemblée, il y a 6% d'ouvriers et d'employés, alors que dans la population, on est à 45%. Bien sûr. Et donc, ça crée aussi un décrochage entre l'intérêt des ouvriers et des employés aujourd'hui dans la société pour leurs représentants politiques. Et donc, ça c'est pour ça que
Moi, par exemple, je dis, je suis ouvrière agricole, donc je fais partie des 6% d'ouvriers d'employés à l'Assemblée nationale. Donc, j'essaye d'être le plus possible aussi sur le terrain pour dire, vous voyez, on peut, même quand on vient, quand on est ouvrier ou employé, l'exemple, c'est important. On peut devenir député, on peut faire de la politique. Bien sûr que mon parcours associatif m'a formé aussi et du coup m'aide dans ce mandat. Mais voilà, simplement pour dire qu'il faut que l'Assemblée nationale soit aussi représentative de la population. Et donc simplement pour revenir sur cette histoire d'individualisme, où je pense que à partir du moment où certaines personnes, certains groupes en milieu rural ne se sentent plus représentés par leurs élus, en fait c'est là où l'abstention augmente. Et donc ces groupes de personnes vont finalement recréer une société dans laquelle eux ils se sentent bien avec leurs proches, avec les gens du village qu'ils connaissent, les voisins. On peut les comprendre d'ailleurs. Et donc non, mais du coup dans leur société l'individualisme n'existe pas puisqu'ils vont être solidaires entre eux, ils vont voilà. Oui. Maintenant l'enjeu c'est comment faire pour que ces gens regagnent confiance dans la politique et élargissent aussi leur. J'ai dit individualisme, j'ai pas dit égoïsme. Oui. Non, parce que c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que l'individualisme, par exemple, dans le milieu familial, ça pose pas de problème. Parce que c'est un problème de reconnaissance, en fait. L'individu, il est reconnu dans un groupe, mais il n'est pas reconnu dans un groupe plus large. C'est ce que disait Madame. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais le problème, comment une société, parce que c'est un problème de société, beaucoup plus qu'un problème, un problème même, c'est comme dirait l'autre, la lutte pour la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il faut être reconnu. Mais pour être reconnu, on est reconnu dans son milieu familial. Quand on est bébé, on est reconnu par sa mère, ses parents. Et puis après, on sort. Pour être reconnu, André, il faut être écouté. Il faut plus que cela. Il faut être plus que pour être reconnu, faut être capable que l'autre qui est en face de soi nous prenne pour quelqu'un qui a sa personnalité. Oui, son égal. Il suffit pas d'être égale dignité, pas égalitarisme, mais égale dignité. Et ça, le problème de la dignité de l'individu, justement, favorise l'individu qui va retrouver sa dignité dans son cocon. C'est ça l'individualisme. Enfin. Mais c'est pour ça que en tant que politique, on a aussi des combats à mener contre le racisme, contre la xénophobie, contre et les religions qui ont tendance à favoriser le communautarisme, quelles que soient les religions. Contre l'antisémitisme, on a une montée importante d'antisémitisme. Et aussi, je dirais contre le sexisme, parce que bien sûr, moi en tant que femme, en tant que jeune femme. Comment vous le vivez en tant que femme au niveau on dit que c'est très macho encore à l'Assemblée nationale. Oui. Ça l'est toujours. Oui. Ça l'est toujours. En fait, moi en tant que jeune femme, venant d'un milieu considéré comme campagnard, modeste, voilà, forcément qu'arrivé en étant députée, j'ai eu ces sentiments d'imposteur, voilà, et un peu je me suis posé des questions de légitimité aussi en fait, et puis quand on parle avec des députés qui sont élus depuis ça fait ils enchaînent leur 3e mandat, ils ont les mots, la façon de parler, etc. Bon, après, au fil du temps, on apprend à décoder. Mais est-ce que vous décodez pour rentrer dans les mêmes mots, ou est-ce que vous gardez vos mots? Moi, mon objectif, c'est de garder ma personnalité, de garder. Parce que c'est le risque. Et c'est pour ça que je retourne quand je peux. Je retourne à la ferme. Parce que sinon, vous allez vous dissoudre dans un monde qui n'est pas le vôtre. C'est ça. Et puis en fait, sinon, je risque de perpétuer cet écart entre les gens qui m'ont élu et ma fonction de député. Parce qu'à la limite, vous allez devenir complice. Vous allez devenir complice de ceux qui sont là depuis 20 ou 30 ans et qui
qui ont pris de la distance. Mais c'est vrai dans n'importe quel métier. Et qui ne sont plus sur le terrain. Mais oui. Dans tous les métiers, c'est vrai aussi. Alors, on va peut-être pas tarder à finir cette chronique. Ça fait déjà 50 minutes. Ah oui, comme quoi. Et donc, simplement... c'est de la discussion. On vous a vu, Madame la députée, l'autre jour à une soirée du Conseil de développement. Le principe du Conseil de développement, c'est justement d'être pour les représentants du Conseil de développement, d'être des ponts avec les élus, avec vous, avec les maires, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être que ça peut aussi participer... Ils ne sont pas élus au Conseil de développement. Non. Peut-être que ça peut rétablir une confiance que les citoyens sentent qu'ils sont écoutés par les élus et donc que ce Conseil de développement joue son rôle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le conseil, les objectifs que porte le Conseil de développement. Il y avait 3 ateliers, vous vous rappelez? Oui, il y avait 3 ateliers et moi j'étais sur agriculture, alimentation, je crois. Il y avait transition énergétique et alimentaire. Et oui, c'est ça. Il y avait vivre ensemble aussi. Oui, c'est ça. Donc bien vivre ensemble. Et je pense que c'est important parce que ça crée des espaces collectifs où on vient s'interroger sur des sujets qui nourrissent notre travail d'élu et ça vient questionner aussi les pratiques en fait, notre pratique en tant qu'élu. Et je pense que c'est des outils qui sont importants. Ça me fait dire du coup, ça me fait penser aussi au PAT, c'est les programmes alimentaires territoriaux, qui sont, je pense, aussi des bons outils, par exemple, pour penser la politique là, du coup, la pratique locale, la politique alimentaire aussi locale. Et voilà. Et donc oui. Et non, mais je pense que en fait, c'est des façons aussi de se ressaisir de sujets au niveau local et ensuite parce que moi par exemple en tant que députée, je sais que je me base aussi sur les retours que je peux avoir des PAT, des conseils de développement et en fait ce qu'il en ressort, ça dit aussi quelque chose de ce que veut la population localement. Oui, et donc ensuite, derrière, c'est plus facile de défendre... Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez défendre? De défendre... Quelle est la demande? L'alimentation bio et locale dans la restauration collective. Voilà, de se baser sur des expériences, en fait. C'est quand même plus facile. Ce que je peux vous dire, parce qu'André comme moi, on était à cette réunion le soir, et que j'ai eu quelques échos, c'est très apprécié que des élus comme vous y viennent. Très apprécié. Il faut continuer dans cette voie, et donc je vous encourage. J'ai entendu le message. Bon, vous avez entendu le message. Alors, on va peut-être finir quand même cette chronique. Ah oui, je voulais vous demander quel est votre livre préféré. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous demander ça. Vous avez un livre préféré? C'est Tintin, c'est quoi? Non, j'ai pas de livre préféré, vraiment. J'ai eu un temps où j'aimais beaucoup lire des livres fantastiques. La science-fiction? Non. Plutôt... ouais, science-fiction un peu, mais plutôt fantastique, donjons, dragons. Oui, d'accord. Les gargouilles de Notre-Dame. Et ça vous inspirerait là actuellement dans le moment précis, après c'est des moments de ma vie où ça permettait aussi de pouvoir s'évader dans autre chose. Oui. Et ça favorise l'imaginaire. Mais c'est vrai que parfois j'en aurais bien besoin de pouvoir m'évader un instant ailleurs et puis ça permettrait aussi de prendre du recul sur l'engagement. Autre part, c'est toute la difficulté une autre petite question avant de finir. On dit que les jeunes sont inquiets. Les couples ont de moins en moins d'enfants d'ailleurs parce qu'ils sont inquiets. Il n'y a pas que ça. Ça c'est dit. Ce sera l'objet de notre chronique. Le changement climatique, la pollution, tous ces aspects-là inquiètent
inquiète beaucoup. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de notre société, je dirais même presque de l'espèce humaine? Ben oui, mais en fait, il faut garder de l'optimisme. Il n'y a pas de fatalité. Évidemment que la jeunesse aujourd'hui, elle est un peu mise de côté. On le voit aussi quand on voit les queues d'étudiants qui font, enfin les étudiants qui font la queue pour manger. Même pour se loger. Oui, les difficultés pour se loger. C'est général ça. Et donc, déjà, il faudrait mieux considérer les étudiants. Et puis, et ensuite, je suis optimiste parce que les jeunes aujourd'hui, justement, ont conscience des enjeux climatiques qu'il y a et ils ont conscience. Ils en ont conscience. Ils savent qu'il faut bifurquer, que en fait, il faut rompre avec C'est une forme de révolution au sens étymologique du terme. Oui, en fait, il voit bien qu'il faut une rupture avec le système actuel, le système ultralibéral qui a conduit en fait. Pas plus que ça. Dans le système de production. Oui, productiviste, capitaliste, dans ce système-là qui a mené. Qui a eu un moment donné, c'était important pour ramener du progrès dans les fermes, un peu de mécanisation, etc. Mais en fait, on a continué dans ce modèle-là, et aujourd'hui on arrive au bout avec toutes les conséquences qui vont avec, les conséquences climatiques qui sont catastrophiques et qui sont aujourd'hui tout ce qu'on perd aujourd'hui, on pourra pas le récupérer. Et donc il y a vraiment une urgence à bifurquer, à planifier cette bifurcation écologique. À quelle échelle ça doit se faire ça? Parce que si on fait ça à l'échelle d'un pays, c'est un peu comme un village dans le monde. La France, c'est tout petit. Parce que le système de production technologique aujourd'hui, technique et technologique, est tel que c'est mondial. En fait, moi, au vu des discours que je peux entendre, faut pas attendre que d'autres pays le fassent pour qu'on le fasse. Bien sûr, si on attend tout de suite, faut être modèle. Parce que le nombre de discours que j'entends en disant oui, mais la France serait le seul pays à le faire, je sais pas quoi. En fait, si on réfléchit comme ça, on n'avancera jamais. Donc et la France, c'est quand même une nation qui est forte. Enfin, le message qu'on porte, peut-être que ça s'est un peu rabougri ces dernières années parce que notre président de la République n'a pas été à la hauteur des enjeux et dans certains déplacements internationaux n'a pas été à la hauteur non plus dans sa façon de parler à d'autres dirigeants et donc Et donc voilà, je pense que la France, en fait, on peut pas attendre que d'autres pays, effectivement. Non, faut toujours montrer l'exemple, ça c'est un fait. Mais ça risque d'avoir des effets rétroactifs sur une partie de la population. Je regardais, je sais pas si vous avez vu cette image de Voyageur 1. Voyageur 1 qui était à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Cette photo de la Terre. Cette photo de la Terre. Un petit point. C'est un point de rien. Oui, Rien du tout. Et on est là sur ce petit point perdu dans l'univers. Mais l'univers est relatif. Bien sûr. Et donc, on est là avec nos disputes, nos problématiques, etc., etc. Et quelque part, beaucoup de jeunes, quand même, pensent que l'on est en danger et voudraient agir. En danger, pas seulement pour le climat, pour l'homme, et aussi pour la biodiversité, les plantes, les animaux, etc. Vous aimez les animaux ? Sûrement. Oui. Les vaches, les bovins. Ouais, mais pas que. J'aime bien les abeilles aussi. Parce que c'est un animal. Oui, on en a et en fait, ça fait partie des insectes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Rachel Carson en 1965 aux États-Unis. Elle avait alerté. C'est un bouquin qui s'appelait Silence Spring, Printemps silencieux. Elle avait alerté parce que qu'est-ce qu'on faisait aux États-Unis ? On faisait avec des avions, on répandait des insecticides à fond. Et résultat, on a fait ça en Camargue aussi. Il y avait de moins en moins d'oiseaux qui chantaient, etc., etc. Et on est toujours dans cette ligne-là.
Et c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut faire au niveau national, mais il faut un consensus. On avait invité Jean Jouzel, tu te rappelles? Oui, Jean Jouzel. Bon, ça, c'est la grande problématique. Et donc là, il y a lieu d'être inquiet. Et que ce soit la France Insoumise ou tous les autres partis de la sphère ici locale, il faut que tout le monde s'y mette. Voilà. Et peut-être que dans les situations, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, peut-être que dans la situation actuelle, comment on va s'en sortir ici au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que l'on va être capable de discuter? Est-ce que vous, les députés, vous allez être capables de discuter ensemble ou pas? Vous restez dans vos couloirs, c'est ça? En fait, aujourd'hui, il y a déjà des propositions de loi qui sont discutées de manière transpartisane. Mais ça, on ne le dit pas. Ça, écoutez, c'est pas assez dit. Il faut discuter. Et pourtant, par exemple, si je prends le sujet des déserts médicaux, eh bien, on a une proposition de loi qui est discutée depuis 2 ans. Entre qui et qui? Entre tous les députés? Entre les députés de l'arc républicain, c'est-à-dire de la France Insoumise jusqu'à la droite républicaine. Bon, c'est déjà une bonne chose, ça. Et donc, cette proposition de loi, elle vise à lutter contre les déserts déserts médicaux en régulant l'installation des médecins. Et le corps médical, enfin, en tout cas, les syndicats, ça accepte peu, ça. C'est compliqué de pouvoir... Enfin, ça avance. On va dire qu'il y a un an... Il y a des progrès. Ça fait 2 ans, hein. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et demi. Donc, au début, c'était mal perçu. Maintenant, ça commence à avancer un peu. On est je crois qu'il y a 200 signatures co-signatures de députés sur cette proposition de loi. Voilà un exemple intéressant, hein, bien sûr. Et donc c'est pour dire que en fait on est capable de trouver des majorités sur certains sujets à l'Assemblée nationale telle qu'elle l'est aujourd'hui. Maintenant, on va pas se le cacher, la situation dans laquelle on est. Le responsable, c'est quand même Emmanuel Macron qui a décidé de dissoudre l'Assemblée, quoi. Ça, donc, on dit beaucoup que c'était une erreur, cette dissolution. C'est plus qu'une erreur. Tout le monde le dit, plus ou moins. Enfin, sauf lui. Pour moi, c'est une faute parce que c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est simplement l'électorat en France et les rapports de force. C'est une très mauvaise compréhension. C'est un peu comme tout à l'heure, on disait, pour qu'on puisse faire des choses ensemble, il faut regarder à peu près dans la même direction. Parce que si on regarde pas dans la même direction, si on veut faire évoluer notre rapport au climat, au milieu duquel on vient d'ailleurs, si on veut que ce rapport change, eh bien, il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Si on regarde pas dans la même direction, c'est sûr qu'on aura du mal. En ce moment, une partie de l'humanité pourra le faire, mais ça changera rien. Le rapport au climat, André, en ce moment, on voit au niveau de la COP 29, qu'est-ce que ça a donné? C'est déplorable. C'est parce que bon, ça dans un on va arrêter. Oui. Alors, André, on va arrêter. On va demander juste, on finit toujours. André, on finit toujours par un message qu'on demande à notre invité. Donc, un message, si vous voulez, d'une demi-heure encore, hein, madame la députée. Bon, si vous voulez, il peut être Vous êtes en train de dire que je parle beaucoup, du coup? Non. Très bien. Non, c'est nous qui parlons beaucoup. C'est important que vous exprimiez, c'est ce qu'on cherche. C'est le but de l'opération. André et moi. Donc, si vous avez un petit message à adresser à nos auditrices, à nos auditeurs, les jeunes, les moins jeunes, tout ce que vous voulez. Les bancos, les droits. On vous laisse, peut-être que vous l'avez maturé, en tous les cas, ce message. On vous écoute pour nos auditrices et nos auditeurs. J'ai envie de dire que aux auditeurs et aux auditrices qu'il faut s'occuper de la politique, parce que sinon c'est la politique qui s'occupera de vous. Ah, c'est pas mal, ça. Oui. Et puis, il faut pas avoir peur de... Je dirais même les politiciens. Et quelque part, il faut pas avoir peur de la politique. La vie, c'est aussi de la politique, non? Mais oui, en fait, tout est politique. Oui, absolument. Parce que si on regarde le mot politique, ça vient du grec polis, qui veut dire la cité. Donc, la cité, c'est pas le bourg, hein. C'est l'ensemble. Attends, laisse-moi madame la députée. Faire de la politique, c'est s'occuper des affaires du bourg. Donc, qu'est-ce que vous avez ajouté encore, madame la députée, à votre message? Je pense que j'ai tout dit en disant ça, mais simplement rappeler que il faut que les gens aussi n'hésitent pas à prendre en main des sujets locaux parfois, en fait. Se saisir d'une lutte locale, c'est aussi faire de la politique. Et
Et parfois, ça passe aussi par là, l'engagement, et faire avancer des choses dans la société. Ça passe par s'opposer à un projet d'exploration minière. S'exposer aux citoyens, quoi. Voilà, c'est ça. C'est s'occuper. Par rapport aux choses de la vie. S'occuper toujours, de la cité, en fait. Oui, oui. Madame la députée, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. J'en bégaye tellement, ça fait 1h05 que l'on parle, vous vous rendez compte, c'est bien, vous êtes exprimé. Et si vous êtes prête un jour à revenir, on vous accueillera avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin des autres aussi, d'autrui. Oui, mais prendre soin de soi, pour moi, c'est forcément intégrer les autres, parce qu'on n'est pas soi s'il n'y a pas les autres en face de soi. On n'est pas seul. Hein. Jamais seul. Mais on peut éprouver la solitude, ce qui n'est pas pareil. Sauf quand on regarde la Terre dans l'espace, on se dit on est un peu seul quand même. Non, parce qu'on la voit de la Terre. On est seul collectivement. Madame la députée, on vous remercie beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous.